Alors, bienvenue à tous à ce webinaire sur le visa E2, donc organisé sur le rachat-création d'entreprises en Floride /USA et le visa E2, donc organisé en collaboration entre Maud Pouda, avocate en immigration, et moi-même Sylvain Perret, business broker au sein d'Objectif USA. Quelques petites organisations pratiques. Le webinaire va durer, je pense, 45 à 50 minutes. Puis vous pourrez poser des questions dans le chat. Vous pouvez commencer à poser vos questions dans le chat. Au fur et à mesure où vous posez vos questions, on répondra aux questions à la fin uniquement. On ne pourra certainement pas répondre à toutes. Sachant que vous êtes quand même très nombreux annoncés. On a 346 inscrits. Et vous êtes déjà plus d'une centaine à être arrivés. Donc voilà, je vais avancer d'un cran. Alors, ils disent que l'audio n'est pas agréable. Qu'est-ce qui se passe? Ah, est-ce que vous m'entendez Il y a un écho pour tout le monde ou c'est juste une personne? Est-ce que... Oui, l'audio... J'entends bien. Ça doit être moi. Ok. Ah, d'accord, a priori, c'était le problème était que mon épouse est à côté, elle avait son micro ouvert, donc forcément ça faisait écho. Alors, donc le sommaire, on se présentera. Ensuite, on a sélectionné en fait 10 points pour aborder la question. Ces 10 points qui sont les critères d'éligibilité du visa E2. Est-ce qu'il vaut mieux racheter ou créer une entreprise? Montant minimum d'investissement? Comment se passe le rachat? Quelle est la procédure pour la demande de visa? En cas de création, quelles sont les étapes? Quels sont les critères de renouvellement du visa? Le cas particulier des franchises? Le conjoint peut-il travailler avec un visa E2? Et quelles sont les plus grosses difficultés rencontrées par les détenteurs de visa E2? Et ensuite, donc, actualité, réponse aux questions. Étant entendu que là, vous le voyez, une partie juridique, une partie business broker, une partie juridique, une partie business broker. Eh bien, je vais laisser Maud se présenter. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, voilà, je suis Maud Pouda, avocate en immigration, localisée à Orlando, en Floride. Et donc certifiée auprès du barreau de Floride et spécialisée donc, auprès du barreau au niveau de l'immigration. Donc voilà, j'ai mon propre cabinet avec ma partenaire, donc Suzanne Vasquez. On a fusionné en 2018. Avant ça, j'étais au sein de mon propre cabinet solo, donc c'était le Law Office Mopuda. Et maintenant, voilà, c'est Vasquez Alcoda. On s'occupe beaucoup, je dirais, de dossiers d'immigration concernant les investisseurs étrangers, francophones principalement, donc de France, Canada, Belgique, Suisse et autres pays, bien sûr. Et donc voilà, mais on traite de tout type de dossiers d'immigration au sein de notre cabinet. Et puis donc depuis 2000, ça va faire combien de temps, Sylvain? 2010. Alors, on travaille vraiment sur des dossiers ensemble, Sylvain en tant que business broker et rédacteur de business plan. Donc, on a formé cette collaboration qui marche très, très bien. On a fait des conférences en France de même. Donc, on a hâte de revenir d'ailleurs. Et peut-être au Québec, espérons-le, l'été, pas l'hiver, mais peut-être au Québec bientôt. Alors, moi, Sylvain Perret, donc j'ai créé Objectif USA en 2010. La personne à l'époque qui a fait notre premier visa, qui était un visa E1 et non pas E2, qui est le visa importateur. Bon, on en dira peut-être deux mots. J'ai créé, Maud à l'époque nous a fait effectivement notre premier visa. Et lors de ce premier visa, nous avons fait notre premier business plan, sachant que moi j'avais travaillé 20 ans dans l'entreprise, dans la banque d'entreprise. Pour ce premier visa qui était le nôtre, j'ai rédigé un business plan et à l'époque Maud avait apprécié ce business plan, ce qui fait qu'à partir de là j'ai commencé effectivement à rédiger des business plans pour elle, puis pour d'autres cabinets, et puis j'ai en 2013 passé mes licences de business broker pour devenir business broker, c'est ce qui signifie courtier en vente d'entreprise. On est aussi real estate broker, c'est-à-dire pour la partie cette fois immobilier, mais vraiment avec effectivement une grosse spécialisation sur la vente d'entreprise
à des demandeurs de visa, puisque la vente d'entreprise à des demandeurs de visa a des spécificités bien particulières. Pardon, excusez-moi. Je n'ai pas le Covid, mais je suis pas en forme. Alors, on va commencer tout de suite et je pense que c'est Maud qui va commencer. C'est Maud qui va commencer. Oui, d'ailleurs, je m'excusais par rapport à ça. J'ai vraiment un rhume de cerveau aujourd'hui. Donc, ma voix, ça va peut-être pas être très, très agréable à entendre. Mais bon, j'espère que je vais pouvoir parler jusqu'à la fin du webinaire. C'est le plan, en tout cas. OK, donc, alors, qu'est-ce que le visa E2? Le visa E2 est un visa non immigrant, temporaire, qui vous permet en fait voilà, de venir travailler pour votre entreprise aux États-Unis. Et donc ça, c'est suivant le rachat, la création d'entreprise et surtout donc l'investissement dans une entreprise qui va être la vôtre. Donc, quels sont les critères d'éligibilité? Dans un premier temps, effectivement, ce visa est réservé aux citoyens de pays qui ont signé un traité avec les États-Unis, donc un traité de commerce. Donc là, le visa E2. Il faut donc prouver que vous êtes bien citoyen d'un de ces pays et que vous détenez, je dirais, au moins 50% des parts d'une entreprise que vous aurez donc soit créée ou soit rachetée. Sachant donc ça s'applique aux individus, mais aussi aux sociétés mères qui seraient actionnaires d'entreprises aux États-Unis. Et dans ces cas-là, la société mère française, par exemple, devra détenir au moins 50% des parts d'une société américaine. C'est donc un visa investisseur. De ce fait, il faut prouver que vous avez investi un montant, ce qu'ils appellent substantiel, dans une entreprise que vous aurez créée ou rachetée. L'investissement peut être en cours ou il peut être déjà fait. Donc là, on parle soit d'une création. Dans le cas d'une création, vous allez déjà dépenser de l'argent dans ce projet quand vous allez soumettre la demande de visa. Ou si c'est donc un rachat, là, l'argent va être généralement placé sous un séquestre. Et cet argent, donc, même s'il n'est pas dépensé, il sera sécurisé dans un compte tierce qui va être considéré comme un investissement pour les autorités américaines. On parlera des montants un tout petit peu après. Il faut prouver que ces fonds proviennent de sources légitimes, donc ce n'est pas des fonds qui viennent de vente de drogue ou des armes à feu ou je ne sais quoi. Donc, prouvez vraiment que ces fonds vous appartiennent et qu'ils viennent de sources légitimes. L'entreprise doit donc déjà être créée. Et pour expliquer un petit peu, si vous voulez, il y a toujours une nouvelle structure que vous allez mettre en place, que vous allez créer auprès du département de Floride, par exemple. Et cette nouvelle structure est celle que vous allez utiliser en gros pour racheter les actifs d'une société qui se vend, donc qui vend ses actifs, ou c'est la société qui va opérer la nouvelle activité que vous mettez en place lors d'une création. Et donc là, il va falloir prouver par le biais d'un business plan que la société va démarrer sous peu, si c'est une création ou si c'est un rachat, que la société, bien sûr, était déjà active avant que vous la rachetiez. L'autre critère essentiel, c'est que vraiment, il faut prouver que vous allez être là pour développer et diriger cette entreprise. Ce visa n'est pas fait pour que vous puissiez seulement faire un investissement aux États-Unis et la diriger d'un pays étranger. Donc, vous restez en France ou au Québec et vous gérez cette entreprise par le biais d'un manager aux États-Unis. Vous gérez cette entreprise. C'est pas fait pour ça. Vraiment, vous devez avoir un rôle essentiel dans l'entreprise américaine. Et le dernier critère qui est, je dirais, très important, non seulement au départ, mais au niveau du renouvellement, c'est le critère de marginalité, où là, effectivement, il faut prouver que ce business, dans les 5 ans qui vont suivre, et je dirais même les 2 ans dans le cas des Français qui vont renouveler le visa après 25 mois, prouver que ce business puisse vous payer un salaire qui est minimum pour une famille, donc qui sera la vôtre. Hein. Ça peut être une personne seule ou époux ou avec enfant. Prouver que ce salaire va être suffisant pour faire subvenir votre famille et aussi employer du personnel.
Et là, généralement, on va parler de 2 à 3 emplois plein temps dans les 2 ans, voire 5 ans qui vont suivre l'obtention du visa E2. Voilà pour ma part. Sylvain. Alors, désolé, j'ai quelques petits loupés Oui, c'est bon. Non, d'organisation. Alors, vaut-il mieux, alors effectivement, Maud a évoqué deux cas de figure, rachat ou création. Plus tard, on va détailler le rachat, on va détailler la création, mais dans les deux cas, dans les deux cas, c'est possible d'obtenir un visa pour un rachat ou pour une création. Quels sont un peu les avantages rapidement et les inconvénients de l'un par rapport à l'autre? Alors très concrètement, dans le cadre d'un rachat, vous avez un business model qui est établi. Vous rachetez un business qui a sa clientèle, vous rachetez un business qui a son chiffre d'affaires, sa rentabilité. Donc logiquement, vous reprenez, vous vous glissez à la place du vendeur et vous reprenez les choses telles quelles. Et vous avez normalement une visibilité à court terme bien meilleure que sur une création. Toujours dans le cadre de ce rachat, par contre, attention, il faut un rachat maîtrisé. C'est-à-dire, il faut effectivement prendre un certain nombre de précautions qu'on verra plus loin pour faire un rachat dans des bonnes conditions. Généralement, j'y reviendrai juste après, mais généralement, le budget de rachat est souvent un peu plus élevé que les budgets de création. Par définition, c'est plus élevé, mais c'est moins risqué. Voilà. Un des avantages aussi, c'est que vous allez pouvoir bénéficier d'une formation par le vendeur, d'une passation de l'activité. Vous allez récupérer une affaire qui a des salariés en place. Globalement, le rachat est quand même plus sécurisant que la création. Donc, en parallèle, la création, à l'inverse de ce que j'ai dit auparavant, il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de passé, donc et forcément pas de formation. Dans les créations, là aussi, je détaillerai beaucoup plus. Il y aura vraiment une différence fondamentale dans les gens. C'est un peu vrai d'ailleurs dans le rachat aussi, dans les gens qui créent ou rachètent dans un métier qu'ils pratiquent déjà. Mais en tout état de cause, dans le cadre d'une création, créer un business dans un domaine dans lequel on a déjà de l'expérience, exemple, un boulanger qui crée une boulangerie, typiquement, les chances de succès sont beaucoup plus élevées. Qui dit création dit être entrepreneur dans l'âme. Il va vraiment falloir, on va partir de zéro, conquérir les premiers clients, avoir du sang-froid, parce qu'il peut y avoir quelques mois difficiles. Donc c'est vraiment encore plus que dans le cadre d'un rachat. Je pense qu'une création, faut vraiment être entrepreneur dans l'âme. Dans le cas de la création, vous allez trouver un local, vous allez faire des travaux, vous allez acheter du matériel. Je rentrerai beaucoup dans le détail sur la question des travaux. Dans le cadre de la création, il faudra faire une étude de marché, c'est-à-dire que si vous créez quelque chose de nouveau, il faut quand même s'assurer que ça a des chances de fonctionner, ce qui n'est pas toujours évident. Dans le cadre d'une création, il faudra recruter les salariés. Globalement, mon expérience après 12 années d'accompagnement tant de créateurs que de personnes qui rachètent une entreprise, globalement, les rachats se passent mieux. Un rachat maîtrisé se passe mieux généralement qu'une création. Il y aura un point qu'on verra à la fin aussi, qui est le cas particulier de la franchise, qui peut être dans les deux cas, que ce soit sur le rachat ou sur la création, il peut y avoir des intérêts à créer quelque chose en franchise ou racheter quelque chose en franchise. Voilà, donc un peu, j'allais dire, les plus et les moins de la création et du rachat dans le cadre d'un visa E2. Ok, donc on a parlé de l'investissement tout à l'heure. Quel est le minimum vraiment que l'on peut investir pour ce type de visa? Alors effectivement, vous avez dû savoir qu'il n'y a rien dans les textes qui énonce un montant spécifique, que ça soit au niveau minimum ou au niveau maximum. Donc là, nous, ce qu'on va regarder, ce que l'officier d'immigration aussi va regarder par rapport à votre dossier, c'est déjà quelle est l'activité que vous allez mettre en place. Nécessairement une activité comme un restaurant, et même là, ça va vraiment diverger selon le type de restaurant. Comparé à une activité de consulting, par exemple, qui ne requiert quasiment pas d'investissement de départ, bien sûr, là, le montant va varier.
L'officier va se demander, OK, quel est le montant vraiment minimum qu'il vous faut pour commencer à opérer en fait cette affaire. Donc, pareil, un restaurant, généralement, moi je vais donner des échelles, des montants, je dirais, basiques, mais là on parle vraiment plus voilà, de 70 000 peut-être à 100 000. Et consulting, ça peut être 50 000. Moi, généralement, je ne fais pas de dossier à moins de 50 000. D'autres avocats le font peut-être, mais je trouve ça risqué. Et donc, dans une activité de restaurant, là, on va bien sûr, si c'est un rachat, forcément, vous n'allez pas trouver de toute façon, et Sylvain va vous dire la même chose, il n'y aura pas grand-chose à vendre au-dessous de 70 000, voire des fois 100 000, et après, bon, voir le type de restaurant qui vous intéresse aussi. Consulting, là, on va vraiment parler plus d'une création. Dans le cas d'une création d'entreprise, et surtout dans des sociétés de services, le consulting, là, forcément, il ne vous faut pas grand-chose pour commencer. Voilà, ça sera peut-être un bail, bureau, executive office, coworking. Vous allez investir dans de l'équipement, des ordinateurs, imprimantes ou autres, des logiciels, des adhésions à des associations ou autres. Là, il faut quand même montrer que vous avez déjà dépensé l'argent. Donc voilà, je veux dire, tout dossier est vraiment différent. Oui, je dirais le montant généralement que je donne, ça va être 100 000 $. Pourquoi? Parce que c'est le montant qui généralement va permettre à l'entreprise de déjà bien commencer et on espère que vous puissiez vous tirer aussi un salaire assez rapidement de cette activité. Et c'est là où j'évoque après aussi combien de personnes vous avez à charge dans votre famille, puisque là, le montant du rachat, Sylvain le confirmera, le montant que vous allez mettre dans un rachat va aussi dépendre des salaires que vous devez vous payer, combien de personnes vous avez à nourrir dans votre famille, combien d'employés vous avez déjà aussi à charge. Donc voilà, il y a quand même des critères qui vont varier pour chaque dossier. Le montant aussi, le minimum, va dépendre de l'ambassade auprès de laquelle vous allez présenter votre dossier et aussi si vous faites une demande de visa ou un changement de statut sur le territoire américain. Sachant que les ambassades, généralement, sont beaucoup plus à cheval sur les critères qu'on a évoqués tout à l'heure, alors que l'immigration américaine le sera peut-être un peu moins. Et là, on va revenir sur la différence entre demande de visa et ou changement de statut, où là, pour un changement de statut aux États-Unis, c'est vrai que le montant va être un petit peu moindre généralement que si vous faites la demande par le biais d'une ambassade. Et je vous dis même par rapport aux différentes ambassades, il y a des consulats qui ne feront pas passer des visas à moins de 100 000 $, par exemple. À Paris, moi, j'en ai fait passer plusieurs à 50 000. Donc voilà, tout va dépendre aussi vers quelle ambassade on se dirige. Alors, je suis désolé, tu n'avais pas fini? Ah non, j'ai fini. Ok. Alors là, on va se focaliser sur le rachat d'entreprise. Je reprécise qu'on répondra aux questions à la fin parce que je vois des personnes qui lèvent la main. On répondra à toutes les questions à la fin. Donc si vous avez des questions, tapez-les dans le chat et on répondra à ces questions-là à la fin. Alors, comment se passe le rachat d'une entreprise? Alors, la première question à se poser, c'est où trouver une entreprise à racheter? Alors, très concrètement, sur le site d'Objectif USA, on est membre de Business Brokers of Florida. Donc, sur notre site, vous avez accès aux recherches d'entreprises. Donc, je vais vous faire une démonstration très rapide en 1 minute d'une recherche d'entreprise sur le site Objectif USA en direct sur le BBF. Donc là, vous êtes sur le site d'Objectif USA, vous cliquez ici sur Recherche à faire, rechercher dans le fichier BBF, voilà. Vous recliquez en dessous, il y a une petite subtilité là, il faut cliquer dans cet écran, et vous arrivez sur cet écran-là. Alors prenons par exemple tous les counties de Floride. On a parlé plusieurs fois de restaurants, alors partons sur un restaurant. Attention, hein, c'est vraiment un titre d'exemple. Hein. Tout type d'entreprise est possible, mais prenons un restaurant. On va prendre un restaurant entre 100 000 et
200 000 de prix de vente et avec un adjusted net, donc un revenu de 50 000 minimum. Je vais préciser tout de suite ça après. Je vais juste recliquer ici sur Advanced Search pour ajouter un dernier critère qui est que les éléments viennent d'un tax return ou d'un profit and loss, des éléments probants. On fait la recherche, on arrive ici, et par exemple, on peut voir ce business-là, voilà. Ce business-là, qu'est-ce que c'est? On va pouvoir cliquer sur See More Detail pour voir plein d'informations. C'est un breakfast lunch qui est en vente à 149 000, qui fait 302 000 de chiffre d'affaires, 98 000 de résultats. Il est vraiment pas cher pour ce prix-là. Il y aurait peut-être beaucoup à dire. Mais en tout état de cause, le vendeur prend sa retraite. Les informations viennent d'un profit and loss. On n'a que 2019, on n'a pas 2020, 2021. Voilà, c'était vraiment juste pour l'exemple par rapport à cette affaire-là, sachant que j'ai une vidéo spécifique sur le sujet que je pourrais éventuellement vous envoyer. Donc ça, c'était Objectif USA, et ça, c'est les annonces de Business Brokers of Florida. Il y a actuellement à peu près 2500 affaires à la vente. Vous avez aussi BizBuySell. Alors BizBuySell, généralement, quand même, l'information est de moins bonne qualité que sur Business Brokers of Florida, que sur notre site. BizBuySell, il y a un peu du tout venant. Je suis moins fan, clairement moins fan de BizBuySell. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Que regarder? Globalement, regardez l'ancienneté de l'affaire, regardez le lease, c'est-à-dire le loyer, le montant du loyer tous les mois, regardez si les chiffres ils proviennent bien d'un tax return, donc d'une déclaration d'impôt ou d'un profit and loss. Voilà, c'est le minimum des choses à regarder. Le prix, combien se vend un business? Globalement, un business se revend entre 2 et 2,5 fois ce qu'il rapporte à son propriétaire. Et ce qu'il rapporte à son propriétaire, c'est ce qu'on appelle le Seller Discretionary Earning ou le Adjusted Net. En faisant très simplifié, c'est le résultat net de l'entreprise, le net profit, plus le salaire du dirigeant. Il y aurait toute une littérature à faire là-dessus, mais si on simplifie, c'est ça. Donc, le dirigeant, il encaisse le bénéfice de l'affaire plus son salaire. Admettons que ça fasse 50 000. Le business, il est en vente. Admettons 125 000. 125 000, c'est 2,5 fois ce que le business rapporte à son propriétaire. Quand on a dit ça, on est rarement loin de la réalité. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur le rachat? Le rachat, il se fait à travers un contrat de vente qui contient 54 points, si vous passez par un membre de BBF, Business Brokers of Florida, 54 points, dans ces 54 points, il y aura le prix de l'affaire, les conditions du séquestre, l'escrow, les délais, la durée des due diligence, la durée du training, la clause visa E2 qu'on essaie de faire accepter, qui n'est pas toujours facile à faire accepter. La clause visa E2, c'est le fait que si vous n'obteniez pas votre visa E2, la transaction n'a pas lieu. Forcément, ça vous protège énormément. Maintenant, clairement, les vendeurs sont pas toujours OK pour mettre cette clause-là. Pardon. Et plus le montant sera faible, et moins on aura de chance d'arriver à faire passer cette clause. La période de due diligence, c'est une période, à partir du moment où on est tombé d'accord sur un prix, sur des conditions, commence une période pendant laquelle on va pouvoir demander toutes les informations possibles et imaginables. C'est entre 15 jours et 1 mois, généralement. Et pendant cette période-là, si vous découvrez quoi que ce soit qui vous va pas, vous pouvez tout annuler et vous récupérez l'argent que vous avez mis en séquestre. Attention, pendant la période de due diligence. Une fois la période de due diligence finie, là, il faut aller au bout. Ou alors, ça risque d'être compliqué. Zut, j'ai fait une bêtise. Hop là, voilà. Les risques, attention aux leases, donc le fameux bail commercial. Attention à bien comprendre pourquoi le business est en vente. Faut pas toujours prendre pour argent comptant ce que dit le vendeur. Moi, j'ai eu le cas effectivement d'un café qui était en vente qui paraissait magnifique. On s'est très vite rendu compte qu'en fait, il y a un Starbucks qui couvrait à 50 mètres. Le vendeur nous l'avait pas forcément dit. Le personnel est très mobile. Voilà, dans les choses à faire attention. Dans les éléments aussi que je tiens à dire à ce niveau-là, ne pas vouloir révolutionner le business. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous rachetez une affaire qui fonctionne. Dans un premier temps, essayez de la garder telle qu'elle et de la faire fonctionner aussi bien que le vendeur. Moi, je vois plein de personnes qui me disent « Moi, je vais améliorer le business en faisant ça, ça, ça et ça. » Ok. La première des choses, c'est vraiment d'arriver à reprendre le business et à le faire marcher aussi bien que le vendeur le faisait marcher. Dernier point par rapport à un rachat, le coût.
Le business broker, il est payé par le vendeur. Ça veut dire que quand vous voyez une entreprise en vente à 120 000 par exemple, là-dessus, le vendeur, il touchera 120 000 moins la commission, qui généralement est de 10%. Donc 120 000, commission 12 000. Et cette commission, elle est très souvent, elle est très 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 fréquemment partagée entre le broker de l'acheteur et le broker du vendeur. Moi, je vous représente en tant que broker de l'acheteur. Le vendeur a son propre broker. Donc comme ça, chacun a ses conseils. La commission est partagée en deux. Et vous, ce que vous payez l'affaire 120 000, le vendeur touche 120 000 moins la commission. Je vois qu'il y a encore des gens qui ont des problèmes de son, a priori. Hein. Ouais, je sais pas si il y a une personne. Alors, vous me direz s'il y a des problèmes de son, j'enlèverai le casque éventuellement. Essayez de me... Son, ok. Bon, alors, pour moi c'est bon, son bon. Ok, donc on va partir. Malheureusement, j'ai peur que le son, le problème soit chez vous, pas chez nous. Dernier point, à Objectif USA, nous ne faisons pas signer de mandat exclusif. On fait signer un mandat de recherche, mais pas exclusif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le mandat exclusif, si vous signez avec un business broker un mandat de recherche exclusif, ça veut dire que vous achetiez avec ce broker, ou finalement une affaire que vous trouviez par ailleurs, ou finalement vous passez par un autre broker pour X ou Y raison, vous devez quand même une commission au broker avec qui vous avez signé ce mandat exclusif, qu'il ait travaillé ou non sur le dossier. C'est pas notre façon de travailler. On ne fait pas signer de mandat de recherche exclusif. J'incite à faire très attention là-dessus. J'ai encore vu très récemment des mandats de recherche exclusifs. Non, moi il est marqué en toutes lettres, mandat de recherche non exclusif. Ok, donc j'ai évoqué tout à l'heure le visa E2 et le changement de statut. Donc c'est vrai, il y a vraiment une différence et je l'ai vu bien plus encore dernièrement avec le flux de Canadiens, de Québécois qui sont venus, qui sont déjà certains ici sur le territoire et qui ne voulaient pas repartir. Donc le visa E2, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le visa qui va être accolé à votre passeport, qui est donc sur le passeport, et ce qui va permettre de venir aux États-Unis sous ce statut E2. Donc c'est vraiment quelque chose de physiquement qui va vous être collé sur le passeport par un officier consulaire, et c'est ce que vous allez demander au consulat américain. Un changement de statut, c'est ce qui est demandé sur le territoire américain à l'immigration américaine. Donc quand vous êtes déjà sur place, en fait. Il y a vraiment des différences majeures par rapport aux deux. Donc je voulais expliquer un petit peu la différence. Donc nous, ce qu'on fait, dès qu'on a tous les éléments de votre part, soit sur le rachat de la société, la création, l'origine des fonds, les factures, les relevés bancaires, etc., tout qui montre ce que vous avez vraiment bien investi dans la société. On a vos CV, on a vos diplômes, etc., etc. On a le business plan qu'il faudra joindre au dossier. Une fois qu'on a tous ces éléments, nous, on peut envoyer le dossier soit à l'ambassade ou à USCIS, donc l'immigration américaine. Donc si ça se fait à l'ambassade, c'est donc la demande elle va être faite formellement par email généralement au consulat en question. Donc généralement c'est le consulat qui se situe dans votre pays de résidence, donc généralement Paris, Toronto pour le Canada, Berne pour la Suisse ou Bruxelles pour la Belgique, par exemple. Et donc, suite à ça, donc, mis à part la France qui a des procédures bien différentes, généralement, on envoie le dossier, puis on reçoit une invitation pour prendre le rendez-vous. Et généralement, ça peut mettre maintenant quelques mois, je dis souvent 2 ou 3 mois, avant d'avoir cet entretien. La France, c'est un petit peu différent. Ils vous laissent prendre le rendez-vous dans un premier temps, c'est plutôt pas mal, une fois que vous payez les frais, et après que vous ayez sécurisé le rendez-vous, vous envoyez le dossier par la suite. Et c'est là qu'ils vont revoir le dossier avant que vous ayez l'entretien, en fait. Donc, avec l'ambassade, vous aurez un entretien formel auprès d'un officier d'immigration. Et suite à ça, donc, vous aurez la réponse si oui ou non vous avez le visa. La durée va dépendre de la nationalité que vous avez. Dans ces cas-là, les Français ont 25 mois, les Canadiens ont 5 ans, par exemple.
les Belges ont 5 ans et les Suisses ont 4 ans. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de votre nationalité. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous pourrez après voyager sur le territoire américain avec ce visa et vous serez tamponné comme une personne qui a donc un statut E2 qui vous permet d'opérer cette entreprise. Vos époux et enfants auront aussi eux-mêmes un visa E2 qui, eux, leur donneront différents avantages. Et donc, l'avantage d'avoir un visa E2, c'est que voilà, vous avez quelque chose de certain, c'est sur votre passeport, et ça vous permet de voyager durant la validité de ce visa, que ce soit 25 ans pour les Français, 5 ans pour les Canadiens. Et ce qu'il va falloir faire, c'est quand même tous les 2 ans, parce que vous allez avoir un tampon que pour 2 ans, finalement 24 mois, tous les 2 ans, il faudra quand même sortir du territoire pour avoir 2 ans supplémentaires à chaque fois. Et ce, jusqu'à l'expiration, en gros, du visa. L'inconvénient de présenter un dossier à l'ambassade, je dirais que déjà, vous êtes limité en pages. Donc, pour des dossiers un peu plus complexes, c'est vrai que ce n'est pas souvent facile de faire passer le message aux officiers consulaires. Pour autant, nous, on vous donnera une version complète de votre dossier à présenter le jour de l'entretien au consulat. Et aussi, vous aurez un entretien en anglais. Et là, ça peut être une barrière pour plusieurs personnes qui vraiment n'ont pas, ne sentent pas très confiants dans leur habilité à parler anglais et de faire passer le message auprès du consulat. Voilà un petit peu pour le visa E2. Nous, moi, c'est vraiment ce que je conseille, le visa E2. C'est vraiment ma préférence. Hein, et je vous dis par rapport aux avantages quand même que ça donne et aux inconvénients du changement de statut dont je vais parler maintenant. Donc, le changement de statut, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un statut, ce n'est pas un visa. Ça, c'est demandé sur le territoire américain et il n'est valable que quand vous êtes sur le territoire américain et pas quand vous êtes à l'étranger. Donc, vous n'allez pas pouvoir vous servir de l'approbation comme un visa, donc vous ne pouvez pas revoyager sur le territoire avec ça. Il y a quand même des avantages. Le dossier est envoyé par courrier à l'immigration américaine. Généralement, on ne l'envoie pas avant 90 jours, avant que vous soyez ici sur le territoire américain. Pourquoi? Parce que quand vous venez en touriste, vous avez une intention touristique. Vous ne devez pas venir pour changer de statut par la suite en un entrepreneur. Et donc, logiquement, il y a des régulations auprès du département d'État qui dit que voilà, si vous avez un changement d'intention dans les 90 jours de votre rentrée ou admission sur le territoire américain, ça peut sembler comme un peu frauduleux et donc ça peut vous causer des problèmes par la suite pour avoir un visa à l'ambassade. Nous, on recommande d'attendre les 90 jours pour faire le changement. Même chose, c'est les mêmes documents qu'on va envoyer que pour un visa E2. Et là, comme je dis, il n'y a pas de limitation de page, donc c'est quand même mieux pour nous. Vous n'allez pas avoir d'entretien. Donc pareil, pour ceux qui ont des problèmes d'anglais, ça peut être avantageux. Et quand même, les règles sont un peu plus souples, je trouve, auprès de l'immigration américaine. Aussi, vous n'allez pas avoir les mêmes délais. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez faire une demande en expédié auprès de l'immigration américaine, moyennant le prix de 2 500 $, quand même. Pour le demandeur principal, parce que ça ne sera pas le cas pour les époux, les conjoints ou enfants, vous allez pouvoir avoir un traitement de... je parle un peu vite aujourd'hui. Vous pourrez avoir un traitement de votre dossier sous les 15 jours de la demande, en fait. Et donc, ce qui veut dire que sous les 15 jours, vous avez soit une demande de documents supplémentaires ou une approbation. Et donc, la personne, le demandeur principal de ce statut E2 pourra commencer à travailler pour l'entreprise assez rapidement. Par contre, comme j'ai dit, voilà, c'est le dossier du demandeur principal. Celui des conjoints et des enfants, eux, ne va pas être traité en même temps et il va être traité dans des délais beaucoup plus importants. Et là, on parle de plusieurs mois. Les derniers, c'était plus dans les 8 mois. Donc ça, c'est un petit peu problématique vu que durant ce temps-là, techniquement, les enfants ne peuvent pas aller à l'école et le conjoint ne peut pas travailler. Donc, le statut qui va vous être donné, si c'est accordé, c'est 24 mois. Mais pas possibilité de voyager, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, je pense que c'est important pour les gens de connaître la différence
Il y a beaucoup de confusion par rapport à voilà, ces deux aspects. Donc, je pense que voilà, j'ai donné pas mal d'informations là-dessus. Voilà. Alors, je prends le relais. Maintenant, alors, on n'est plus dans le cadre d'une reprise d'entreprise, on est dans le cadre d'une création. Quelles sont les étapes? Alors, création d'entreprise, avant toute chose, effectivement, faire une étude de marché, valider qu'il y a un business model qui vous permet de gagner de l'argent, de gagner assez pour vivre et développer votre entreprise, valider votre idée. Alors, je dis toujours attention où ça marche chez nous. Alors, il y a peut-être alors, je prends toujours le même exemple. Alors, je veux pas de problème avec les Alsaciens, mais j'ai eu X fois des personnes qui voulaient monter des dossiers pour faire des Flammenkuche. Euh, Très honnêtement, il y a des produits qui ressemblent à la Flammenkuche aux États-Unis. Il n'y a pas une demande qui suffit pour faire un restaurant spécialisé Flammenkuche. Quitte à être par exemple dans la restauration, si vous voulez faire quelque chose, vous avez une assez grosse certitude, faites des pizzas. Vous savez que les Américains ils mangent des pizzas. C'est beaucoup plus safe que de partir sur quelque chose de complètement nouveau. Sauf à ce que vous ayez des millions devant vous et que vous vouliez révolutionner le goût américain. Maintenant, si vous avez besoin de pouvoir vivre de votre business vite, passez quand même plutôt sur des business models éprouvés, des choses connues. Il va falloir trouver un local, un site. Donc le local, globalement, c'est le site pour trouver des locaux, c'est loopnet. Loopnet.com, c'est là où on trouve des locaux commerciaux vides, pas des business à racheter, des locaux commerciaux vides. Bien étudier le lease avant signature. Alors nous, on peut faire ça en tant que consultant, étudier votre lease. Vous pouvez prendre un avocat aussi, bien entendu, un business lawyer pour étudier votre lease. Mais en tout état de cause, attention, le lease, pour ceux qui sont par exemple de France, le lease commercial américain, ça n'a strictement rien à voir avec le bail commercial français. En France, c'est hyper protecteur du locataire. Ici, le locataire n'est pas du tout protégé. Vous allez faire des travaux. Prenez un général contracteur qui soit expérimenté dans les travaux de locaux commerciaux et non pas résidentiels. Et aussi un général contracteur idéalement qui est local, c'est-à-dire qui travaille dans le county ou dans la ville dans laquelle vous allez travailler, parce que c'est d'un county à l'autre, des fois c'est pas du tout les mêmes règles. Donc très concrètement, quand vous partez sur des travaux, le mauvais plan, c'est de prendre un général contracteur qui sache pas faire du commercial et qui soit pas du county. Ensuite, valider le réalisme des devis. Si vous faites faire plusieurs devis, qu'il y en a un qui vous dit ça vous coûtera 20 000 et que l'autre vous dit ça vous coûtera 100 000, la vérité est peut-être entre les deux. J'aurais peut-être plutôt tendance d'ailleurs à croire celui qui est vers les 100 000 que celui qui est vers les 20 000. Donc attention, j'ai vu tellement de gens prévoir 50 000 de travaux et au final en avoir pour 100 000 que vérifier le réalisme des devis. Zut et zut. Prévoir des délais, il y a très très souvent des retards, ne serait-ce que pour l'obtention des permis. Prévoir des délais, s'assurer idéalement de ne pas être dans un domaine où le personnel est rare. Vous avez des activités où c'est très très difficile. Si vous créez par exemple, un exemple très compliqué, c'est quand vous n'êtes pas restaurateur vous-même et que vous créez un restaurant où vous avez besoin d'un chef. Quand je dis restaurateur, j'entends chef. Attention parce que vous allez être dépendant de la personne en cuisine. Et aujourd'hui, dans certains domaines, trouver un chef, c'est pas facile du tout. Prévoir un budget communication. Si vous communiquez pas, personne ne saura que votre business existe. Donc prévoir un budget marketing, un budget communication, un bon site internet, des médias sociaux, de la pub locale, aller sur les événements locaux, aller sur les... voilà, faut vous faire connaître, faut aller serrer des mains, il faut communiquer. Idéalement, créer dans un domaine que vous maîtrisez. Si vous ne le maîtrisez pas, formez-vous avant. Il sera trop tard de se former quand vous serez sur place. Quand vous aurez la tête dans le guidon, ça sera compliqué. Alors quand on faisait les formations, les conférences en France avec Maude, très souvent j'ai dit aux gens, si vous voulez monter par exemple une pâtisserie, allez passer un CAP de pâtisserie. Et bien il y a un certain nombre de clients d'Objectif USA qui ont passé des CAP de pâtisserie et qui depuis ont monté des pâtisseries. C'est quand même, là, en plus, je sais, alors là typiquement je sais pas au Québec, mais typiquement en France, la formation est beaucoup moins chère qu'aux États-Unis et de bien meilleure qualité. Profitez-en, formez-vous avant de venir. Actuellement, vous pouvez avoir un projet pour dans 2 ou 3 ans,
allez-y, formez-vous. Maud. Pardon, je suis en train de répondre à des questions en même temps, je dis on va D'accord. économiser du temps. Alors, les critères de renouvellement du visa E2, ils sont assez simples hein, en l'occurrence, même si bon, ils sont un peu stricts, je dirais. Qu'est-ce que va regarder l'officier d'immigration quand vous allez renouveler votre visa? C'est bon, est-ce que l'affaire marche? Qu'est-ce qu'on va regarder? C'est la dernière déclaration d'impôt généralement, avec voilà, les salaires que vous payez à vos employés ou contracteurs, puisque ça peut dépendre hein, suivant l'entreprise que vous avez. Je dirais et ou les deux. Moi, je vais toujours recommander d'avoir au moins un employé sous W2, donc salarié, et je dirais dans des entreprises qui, plus généralement, ont des contracteurs en tant qu'employés. Donc là, on parle de landscaping, on parle de salon de coiffure, on parle d'entreprise de ménage, où là, vraiment, vous allez avoir plus de contracteurs indépendants. Là, on va pouvoir les considérer comme des employés, si vous voulez. Donc, on va regarder le nombre d'employés que vous avez, combien vous les payez, et est-ce que vous vous payez aussi un salaire? Et quel est ce montant? Récemment, j'ai eu quelqu'un qui était en renouvellement à Paris. Il s'est fait refuser son visa de renouvellement parce que, soi-disant, son avocate ne lui avait pas dit qu'il fallait qu'il se paye un salaire depuis les 5 années qui ont précédé sa demande. Et alors malheureusement, il avait 5 employés plein temps, il faisait un très bon chiffre d'affaires, mais il ne s'était pas payé de salaire. Il s'est retrouvé à Paris sans renouvellement et sans possibilité de revenir sous ESTA, puisqu'une fois que vous avez un visa refusé, vous ne pouvez pas revenir sous ESTA. Ça, il faut le savoir. Les Canadiens ne connaissent pas l'ESTA, mais les Français et les Européens ont l'ESTA. Et effectivement, sur la demande d'ESTA, ils vous demandent est-ce que vous avez déjà eu un refus de visa? Là, si vous dites oui, vous êtes sûr de ne pas avoir l'ESTA en fait. Hein. Et donc après, il faudra demander un visa touriste pour revenir. Donc là, c'était un petit peu dur pour ces gens-là. Et maintenant, je rappelle vraiment aux gens, voilà, il faut vraiment vous payer un salaire. Alors, ça ne sera peut-être pas le même salaire le premier jour que ça sera quand vous allez présenter le renouvellement. Hein. Là, pareil, tout va être déterminé dans le business plan, ou projeté du moins. On peut commencer par un salaire un peu moins élevé et vraiment aboutir à un salaire qui va être suffisant pour votre famille. Pareil, il n'y a pas de minimum, maximum, mais bon, quand même minimum, je dirais 36 000, non, ça ne va pas passer. Après, on va aussi regarder les distributions, bien sûr, hein, suivant le type d'activité que vous avez et de structure juridique. On va regarder combien vous payez aussi en distribution ou en bonus. Même chose pour les déclarations d'impôts. Effectivement, les officiers, ils aiment voir des bénéfices nets. Alors oui, c'est bien de faire beaucoup de déductions sur vos impôts, mais il y a aussi des personnes qui font des déductions sur des dépenses personnelles. Ils pensent qu'il n'y a aucun problème de les rajouter sur de les déduire de leurs bénéfices d'entreprise. Donc là, bon, c'est vrai que moi, je vous dirais de limiter à minimum les déductions, et surtout personnelles, pour vraiment refléter un chiffre d'affaires qui sera positif sur cette déclaration d'impôt. Voilà, je pense que j'ai résumé les critères en fait. Et donc du coup, quand présenter ces éléments, donc ça va être 25 mois pour les Français. Là, je vais avoir des Néerlandais, 36 mois pour les Néerlandais. Donc ça va dépendre de la validité de votre visa. Sachant que oui, techniquement, vous présentez la demande de renouvellement avant l'expiration de votre visa. Si vous êtes encore aux États-Unis sous statut légal, donc avec un I-94, je l'expliquerai tout à l'heure, le I-94 qui est encore valable, vous pouvez rester sur le territoire américain, même si le visa a déjà expiré. Mais vous devez être ici légalement, voilà, sous cette période de I-94 et sous statut E2. Et donc, c'est là que vous allez présenter votre demande de renouvellement. Donc, soit pareil, USCIS, ça sera avant l'expiration de votre I-94, ou à l'ambassade, généralement, quand votre visa sera expiré ou pas loin d'être expiré. Voilà. Je finis juste de répondre. Je réponds en même temps, effectivement, aux questions, comme ça. Ouais, Alors,
Oui, alors juste sur la déduction des, je rebondis juste sur ce qu'a dit Maud, sur la déduction des charges personnelles qui amènent à un résultat faible et à pas payer d'impôts. Bon, d'abord, c'est comme en France, hein, c'est limité. On n'est pas censé déduire plein de charges personnelles de son business pour payer moins d'impôts. Il y a des règles, donc globalement, essayez de les respecter. La deuxième chose, le but de venir aux États-Unis, c'est les Américains veulent bien que vous veniez, mais enfin, quelque part, c'est quand même de payer des impôts aussi aux États-Unis. Donc, demander un visa en disant, écoutez, j'ai tout déduit, j'ai rien payé, j'ai payé aucun impôt, j'ai pas de revenus, et renouvelez-moi un visa. Quelque part, faut être logique. Dans ce cas-là, faut toujours se poser la question, quel est l'intérêt des États-Unis à vous avoir sur le territoire? Ils veulent de l'emploi, ils veulent que vous soyez correct et que vous déclariez vos revenus et que vous payez vos impôts. Voilà, c'est aussi simple comme ça. Normalement, je réponds à tout le monde, hein. Je sais pas, alors je n'ai peut-être pas fait comme il faut, mais je réponds à tout le monde quand je réponds sur le groupe, hein. Le cas particulier de la franchise. Alors, la franchise. J'ai eu beaucoup de questions sur les franchises. On peut créer un business en franchise, on peut racheter un business en franchise. Donc, deux cas de figure. Vous créez la franchise n'a pas d'emplacement dans le secteur où vous voulez vivre, et ben vous créez un business en franchise dans cette franchise-là, dans le secteur où vous voulez. Ou il y a la franchise qui vous intéresse a déjà un emplacement et vous rachetez le business existant en franchise. Donc dans les deux cas, ça peut marcher. Les avantages de la franchise. La franchise, il y a une marque qui est reconnue normalement, il y a une communication nationale de la franchise, il y a des process en place. Généralement, il y a un accompagnement au quotidien de la franchise, il y a des formations, et un certain nombre de franchises se revendent mieux qu'un business indépendant. Donc ça, c'est les avantages de la franchise. Les inconvénients de la franchise, il y a des royalties à payer, il y a un initial fee, un montant de départ quand on va lancer quelque chose, et il y a moins de liberté. Voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Je dis toujours, si vous montez un business et que vous l'appelez les sandwichs de Jean-Paul, il y a certainement des Jean-Paul, désolé pour vous. Les sandwichs de Jean-Paul, il va lui falloir du temps pour démarrer. Si vous l'appelez Subway, il va démarrer beaucoup plus vite. Alors, Subway est un mauvais exemple, je vais le dire tout de suite après pourquoi. Alors, attention, franchise, oui, mais bonne franchise de préférence. Alors là-dessus, je vous laisse faire vos recherches sur le web, sur un site qui s'appelle The Unhappy Franchisee, le franchisé mécontent, sur les SBA Loan Default Rate, le taux de défaut, je ne sais pas comment ça se dit en français, le taux d'incident sur les crédits SBA sur certaines franchises. Voilà, il faut trouver une bonne franchise. Alors qu'est-ce que j'appelle moi une bonne franchise? C'est une franchise qui est implantée depuis longtemps, qui a un business model éprouvé. Typiquement, si vous achetez un Dunkin' Donuts, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Dunkin' Donuts, c'est une marque connue, c'est éprouvé, de l'information, vous en trouverez. Vous rachetez un Pac-Mail, vous rachetez un Huntington, vous rachetez... voilà, c'est une franchise qu'on a vendue, ça. Killwins, que j'adore leurs produits, ils sont super bons, des produits au chocolat. Donc une franchise établie depuis longtemps, une franchise sur laquelle vous avez du recul. Prenez un maximum d'informations sur la franchise, de façon à ne pas essuyer les plâtres, à savoir ne pas être le premier. Il y a eu des cas malheureusement très douloureux en Floride ces derniers temps. Se renseigner sur les personnes qui gèrent la franchise, sur leur passé, là aussi, il y aurait des choses à dire, sur la solidité financière de la franchise. Alors, comme je l'ai dit plus haut, privilégier une franchise établie depuis longtemps avec de nombreux points de vente. Alors, il y a un document qui s'appelle le FDD, le Franchise Disclosure Document. Ce document-là, on doit vous le fournir, vous devez le garder 12 jours, vous ne pouvez pas rentrer dans une franchise sans avoir validé ce document-là. Il faut l'étudier, alors c'est des pavés, hein, c'est des pavés. Maintenant, il faut l'étudier en détail quand même. Entre autres, il y a 21 points dans un FDD. Entre autres, l'item 3 et 4 qui sont les litigation et les bankruptcy. Regardez de près si la franchise elle a attaqué de tous les côtés en justice ou s'il y a eu des banqueroutes. 5 et 6, c'est tout ce que ça vous coûtera, les fees. Le 12, c'est le territoire que vous obtenez. Est-ce que vous avez un territoire d'exclusivité? Par exemple, Subway n'en donne pas. Subway va très mal, on va être transparent. Subway va très mal, il y en a une autre qui va très mal qui s'appelle Edible Arrangement. Edible Arrangement et Subway, évitez, on va être transparent.
L'item 19, chez les chiffres moyens des franchisés, c'est intéressant de voir le business que vous rachetez, où il se situe par rapport aux autres. L'item 20, c'est le nom des autres franchisés, la liste des autres franchisés. Appelez-les, questionnez-les. Alors, s'il y en a 1000, appelez peut-être pas les 1000, mais si vous rentrez dans une franchise qui a 20 emplacements, c'est 20 coups de fil, il y a peut-être dans les 20 coups de fil des coups de fil qui vont vous sauver la vie, en tout cas sauver votre argent. Et le 21, c'est le bilan financier du franchiseur. Là aussi, il faut le regarder, que le franchiseur soit en bonne santé, que la société du franchiseur n'ait pas des fonds propres négatifs, je l'ai vu, une franchise dont je tairai le nom, mais dont pendant longtemps le franchiseur a eu des fonds propres négatifs. Donc virtuellement, il est mort. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la franchise. Mais en fait, le résumé, hein, franchise oui, mais bonne franchise. Alors, oui, le conjoint peut travailler avec un visa E2, du coup. Donc, tout à l'heure, j'ai évoqué le visa. Donc, ce qui est octroyé par le consulat va permettre au conjoint de travailler en dehors de l'entreprise. Il faut être marié, hein, on est d'accord. Un conjoint de fait ne va pas suffire pour avoir le visa E2. Mais voilà, donc le conjoint peut travailler. Il y a eu des changements très récemment par rapport à ça. Dans le temps, il fallait faire une demande officielle de permis de travail auprès de l'immigration américaine une fois que vous arrivez sur le territoire. Étant donné qu'il y avait quand même la jurisprudence qui, en gros, disait que l'époux n'avait pas besoin d'un permis de travail pour travailler en dehors de l'entreprise. Donc maintenant, ils l'ont quasiment mis, je dirais, en pratique, sauf qu'ils n'ont pas encore donné tous les moyens aux douanes pour identifier les époux des demandeurs principaux du visa. En fait, le fait est que normalement, ils doivent annoter votre passeport ou même le visa en expliquant que voilà, vous êtes l'époux dépendant et de ce fait, vous aurez droit à travailler sans avoir besoin de vous procurer un permis de travail. Donc ça, ce n'est pas encore fait, malheureusement. Donc à ce jour, on dit encore à nos clients de demander un permis de travail officiel jusqu'à ce que ces changements se fassent, je dirais, dans les quelques mois qui vont suivre. Parce qu'effectivement, un employeur dans une autre entreprise, si l'époux ne va pas travailler dans l'entreprise, il va falloir démontrer que vous avez tous les papiers nécessaires pour travailler. Donc, autant vous pouvez, l'époux peut demander son numéro de sécurité sociale sans permis de travail, il n'y a aucun problème. Mais c'est après pouvoir obtenir un emploi sans ce permis de travail. Là, bon, ce n'est pas encore en place. Et je pense que jusqu'à un nouvel ordre, il va falloir quand même demander ce permis qui peut mettre plusieurs mois à arriver. Hein. Donc, bon, là, de toute façon, je vous tiendrai au courant des changements. Et le fait est aussi, donc, les enfants, eux, ne peuvent pas travailler de toute façon sous visa E2. Ils peuvent, par contre, aller à l'école, bien sûr. Hein. Mais voilà, moi, je vous tiendrai au courant des changements par rapport à cette fameuse annotation sur les I-94. Donc, le I-94, c'est ce que les douanes, en fait, vont vous donner quand vous arrivez avec ce visa. Et votre I-94, c'est votre autorisation de séjour, en fait. Et ça, vous pouvez le récupérer sur le site des douanes. Je vais le mettre sur le chat ici. C'est un document qui va être important et dont vous aurez besoin quand vous allez faire votre permis de conduire et demander votre numéro de sécurité sociale. Ils vont vous demander ce document. Mais voilà, il est disponible sur le site officiel des douanes. Comme j'ai dit, je vais le mettre sur le chat. Bon, donc je suis désolé, j'ai répondu à plein de questions, sauf qu'en fait je me répondais à moi-même, donc vous n'avez pas vu mes réponses. Voilà, donc désolé, oui effectivement, j'ai fait fort. Alors, très court, quelles sont les plus grosses difficultés rencontrées par les détenteurs de visa E2? Donc là, très clairement, ça fait 12 ans qu'on accompagne à Objectif USA des demandeurs de visa E2, plus de 150 dossiers. Très concrètement, qu'est-ce que j'ai pu voir? Des gens qui avaient racheté... Alors, attention, je précise.
J'ai rencontré beaucoup de personnes après, c'est-à-dire qu'on a accompagné, nous, 150 personnes, mais on a rencontré aussi énormément de personnes qui sont venues nous voir après un rachat ou après une création, et on a plein de personnes qui sont venues nous voir malheureusement parce qu'ils étaient en difficulté, pour voir si on pouvait les aider. Alors, il y en a un certain nombre qu'on a aidés. Il y en a malheureusement, il m'a eu arrivé un certain nombre de fois de dire à des gens, je peux vraiment rien pour vous. On a une personne qui a pleuré 2 heures et demie dans mon bureau. Et ça nous a vraiment fait mal au cœur parce que cette personne-là avait été véritablement victime d'une escroquerie. Il n'y a pas d'autre terme, et attention, il y en a. Tout ça pour dire que là, typiquement, on a vu des gens racheter des affaires beaucoup trop chères. C'est-à-dire, typiquement, des gens qui rachetaient des affaires sur la base d'une valorisation à la française, c'est-à-dire en pourcentage du chiffre d'affaires, alors qu'ici, il n'y a pas d'affaire qui se vend en pourcentage du chiffre d'affaires. Une affaire qui ne rapporte rien, qui n'a pas de résultat net, elle vaut rien. C'est aussi simple que ça. Donc concrètement, ça, c'est une difficulté que j'ai vue souvent. Des gens qui ont acheté une affaire 300 000 alors qu'en fait, elle valait 100 000. J'ai encore un cas récent en tête. Et qui ont payé cher leur rêve américain. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des gens qui n'ont pas compris leur lease, leur bail commercial, qui ont mal négocié leur lease et qui se sont retrouvés dans des situations catastrophiques parce qu'ils n'avaient absolument pas compris. J'ai vu des gens mal gérer les travaux, qui ont eu des dépassements de travaux, etc., qui sont partis avec des général contracteurs qui leur ont dit n'importe quoi. Donc voilà, attention quand vous faites une création avec les travaux. J'ai vu des gens sous-estimer le travail à fournir. À savoir, il y a des gens qui arrivent qui sont pas du domaine dans lequel ils rachètent. Alors déjà, ça, je l'ai dit, attention, formez-vous. Et il y a aussi des business qui sont vendus qui s'appellent absentee owner. Alors attention, absentee owner, si c'est le cas, il faut vraiment vérifier. Absentee owner, ça veut dire que le propriétaire actuel ne travaille pas dans le business. Il faut vérifier, il y a des critères de cohérence pour ça, pour vérifier si c'est vrai ou non. Il y a quand même un certain nombre de fois où c'est faux, où c'est pas un vrai absentee owner. Donc il vous dit qu'il travaille pas dedans, mais en fait il travaille plein temps dedans. Donc attention, et on voit des gens honnêtes qui annoncent qu'ils travaillent 60 heures par semaine dans leur business. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, il n'y a pas de congé payé. Les samedis, dimanches, très souvent, les business tournent. Il n'y a pas de pont à rallonge, il n'y a pas de RTT, il n'y a pas de tous ces trucs-là. Donc voilà, sous-estimation du travail à fournir. Et je reviens sur les franchises. Bon, il y a eu quelques cas en Floride qui ont un peu défrayé la chronique. Effectivement, des franchises qui n'étaient pas au point, dont le business model n'était pas au point, et c'est les franchisés qui en ont fait les frais. Donc là, je reviens tout simplement à ce que j'ai dit avant. Vérifier le sérieux des franchiseurs, vérifier l'expérience des franchiseurs, vérifier qu'ils n'aient pas des casseroles, vérifier que le business model il existe, vérifier que les Américains ils aiment le produit. Voilà. Alors toujours de façon très provocatrice, je dis, si vous vendez des donuts, des bagels ou des pizzas, ou des burgers, vous n'aurez pas de souci à vous faire, les Américains ils aiment. Faites un bon burger, typiquement il y a une franchise qui s'appelle Burger Fee actuellement, qui fait des très bons burgers et qui marche très bien. On arrive tout doucement à la fin. Oui, moi je voulais. Pardon, tu voulais dire. Vas-y. Je vois Covid, alors c'est pour ça. Bien sûr, ça a été un thème assez préoccupant, je dirais, durant les deux dernières années. Autant au niveau de l'immigration que voilà, vie pratique, etc. Pour mon côté, ça a vraiment affecté la façon dont on fait les choses, bien sûr. Ça a affecté beaucoup les ambassades, les services d'immigration. Donc, au niveau des délais, ça commence à revenir, je dirais, à la normale, mais on voit quand même que bon, c'est très lent quand même à arriver. Ce qui est positif, c'est qu'effectivement, les délais au niveau des rendez-vous pour les ambassades, telles qu'à Paris et Toronto, sont quand même en diminution. Donc là, c'est une bonne chose. À Paris, là, on vient de voir, c'est à peu près 1 mois et demi. Donc tout dépend quand vous pouvez obtenir votre rendez-vous. Autant à Toronto, on était il y a quelques mois de ça, avant qu'ils rouvrent les frontières, on était, je dirais, à peu près à 1 an de délai. Là, on est passé à peu près vers les 5 mois. Donc, à voir comment ça va évoluer. Et je dirais auprès des changements de statut, auprès de l'immigration, là, on est sur des délais effectivement
un peu plus important pour les conjoints, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, où là, de toute façon, on espère évoluer vers, malheureusement pour vous, mais il va falloir payer encore pour que les époux voilà, et les enfants, eux, peuvent aussi bénéficier du processus premium, où là, sous les 15 jours, vous auriez une décision. Mais voilà, il faudra payer en plus, malheureusement. Sylvain va évoquer la durée du visa E2. Il est à fond dans le lobbying par rapport à ça. Je vais le laisser évoquer ce Voilà, sujet. alors, il y a beaucoup de Québécois aujourd'hui, donc vous avez de la chance, Québécois, c'est 5 ans. Les Suisses, c'est 4, les Belges, c'est 5. Et les Français, en 2019, on a eu une douche froide où on est passé de 60 mois à 25 mois. 25 mois, c'est 24 mois, c'est 2 ans, hein. Donc voilà. 2 ans, c'est court, hein. 2 ans, c'est très très court. Donc là-dessus, il y a vraiment beaucoup à dire, à savoir que il y avait un contexte. On est en août 2019. En août 2019, c'est le G7 à Biarritz. Le gouvernement français vient d'annoncer la taxe de 3% sur les GAFA. Et comme par hasard, dans la foulée, les États-Unis ont réduit les visas à l'époque à 15 mois et puis finalement à 25 mois. Donc je pense quand même que le contexte a sa cause. L'autre cause, qui est la cause officielle de la réduction de la durée, et là-dessus j'ai beaucoup creusé récemment, et malheureusement il y a aussi beaucoup à dire, à savoir sur le fait que c'est réciproque. Le visa E2, c'est un traité bilatéral réciproque, et la réciprocité, c'est qu'en fait les Américains qui veulent s'installer en France, c'est pas simple. Ça s'appelle le passeport talent, l'équivalent du visa E2. Et le passeport talent, par rapport au visa E2, honnêtement, je pense que le passeport talent est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a ce problème-là. Donc quand je dis lobbying, c'est qu'effectivement, actuellement, j'échange avec un sénateur des Français de l'étranger qui a effectivement prêté une oreille très attentive à cette problématique-là, et je l'en remercie, Damien Régnard. J'échange avec des conseillers des Français de l'étranger, excusez-moi. J'échange avec différentes personnes pour essayer de rappeler aux politiques que ce problème existe. Il y a des élections qui arrivent, c'est le moment. Voilà. Et il y a aussi dans le contexte aussi, il y a aussi la petite brouille France-USA. C'est peut-être le moment, sur les fameux sous-marins, petite brouille, je ne sais plus combien de milliards. C'est peut-être le moment aussi de remettre le sujet sur le tapis. Donc vous risquez de voir pas mal de communication dans les semaines à venir à ce sujet, parce que j'ai bien l'intention avec d'autres personnes, de taper du poing, enfin pas taper du poing sur la table, mais de rappeler que ce problème existe et que ça serait bien de faire quelque chose. Oui, je viens d'avoir. Je suis obligée de l'évoquer, Sylvain, je suis désolée de cette vaccination. Il y a des questions qui sont posées par rapport à ça. Juste pour vous rappeler, voilà, la vaccination n'est pas obligatoire pour obtenir le visa, donc ils ne vont pas regarder si vous êtes vacciné. Pour autant, la vaccination est devenue obligatoire pour venir aux États-Unis, où là, ils vont regarder, ce n'est même pas les douanes qui regardent au niveau des frontières aériennes, plutôt, des aéroports. Ce n'est pas les douanes américaines qui vont regarder la vaccination. Pour ceux qui passent par avion, c'est la compagnie aérienne. Par contre, pour les Canadiens, voilà, il y a eu pas mal de changements dernièrement pour les frontières terrestres. Là, il semble que voilà, ils commencent vraiment à demander les vaccinations. Je sais qu'il y en a encore qui arrivent à passer sans, etc. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est vrai que bon, moi, je vous dirais faire un projet sur quelque chose qui vraiment pourrait ne pas changer. Voilà, ça me paraît très risqué quand même. Donc, j'étais obligée quand même d'évoquer ce point-là pour nos Canadiens d'aujourd'hui. Alors, visa E2 versus changement, tu en as en fait, je l'ai un peu évoqué déjà tout à l'heure. Ouais. Mais voilà, pour ceux qui sont déjà sur le territoire américain, effectivement, ils ne veulent pas ressortir, ils ne sont pas vaccinés, ils ne vont pas être vaccinés, ils ne veulent pas être vaccinés. Effectivement, là, il n'y a plus que le changement de statut pour vous aux États-Unis. Et je dirais c'est mieux de le faire dans les 6 mois de votre arrivée, puisque vous n'avez que 6 mois en tant que touriste, en tout cas pour les Canadiens. Les Français ne pourront pas changer de statut s'ils sont sous ESTA. Il n'y a pas de possibilité de changer de statut d'un ESTA. Il vous faut un visa, ou pour les Canadiens qui n'ont pas besoin de visa,
Ils peuvent changer de statut, les Canadiens. Il y a toujours des règles différentes pour tout le monde. Vous êtes français, c'est pas de bol aujourd'hui. Oui, là, clairement, les Français sont pas avantagés sur ce coup-là. Donc voilà, je levais la main parce qu'effectivement j'ai vu passer la question plusieurs fois. Oui, pas en ESTA, effectivement Et voilà, la question, si vous avez un visa, vraiment un visa touristique qui a été octroyé sur votre passeport, oui, bien sûr, vous pouvez changer de statut sur le territoire américain. Il vous faut un visa pour les Français. Pour les Canadiens, il n'y a pas de problème. Mais voilà, pas faire la demande, je dirais, avant 90 jours. Vous pouvez prospecter sous visa touristique. Prospecter pour un rachat, pour une création. Vous pouvez créer votre société, vous pouvez négocier des contrats, signer un contrat de bail, rencontrer vos associés, etc. Tout ça, c'est permis sous l'ESTA et sous le visa touriste. Par contre, voilà, ne pas faire le changement avant au moins 90 jours sous votre entrée aux États-Unis. Alors, dans les news aussi, très concrètement, là, je vais aller vous montrer juste très rapidement. Là, nous sommes sur le site du Business Brokers of Florida, mais cette fois, en tant que business broker, moi, j'ai mon accès, donc vous voyez pas mes codes. Donc voilà, j'ai mes accès, voilà, et on arrive ici. Et sur Business Brokers of Florida, actuellement, il y a 2469 business à la vente. Il y a 2 ans, c'était 5000. Donc, il y a peu de business à la vente. Par contre, vous voyez, en fichier actuellement, on a 10 000 personnes qui cherchent. Il y a 2 ans, on avait 5000 personnes qui cherchaient, 5000 business. Donc voilà. Là, aujourd'hui, il y a 2500 business à la vente, 10 000 personnes qui cherchent. Donc, les bons business partent vite. Et malheureusement, il y en a peu. Donc ça, c'est effectivement l'effet Covid. Voilà. Moi, je voulais rajouter ces 2 choses à la fin, et puis après, on passera vraiment aux questions. Puis Maud aura peut-être des choses à rajouter encore. Là, aujourd'hui, admettons que vous ayez un projet aujourd'hui, demain, après-demain. Après-demain, c'est dans 1 an, dans 2 ans. Il y a des choses que vous pouvez commencer à faire. La première des choses, c'est de travailler votre anglais. De toute façon, pour l'entretien, il faudra parler anglais correctement, comprendre ce qu'on vous dit, savoir répondre. On ne vous demande pas de citer Shakespeare dans le texte, mais comprendre ce qu'on vous dit, savoir répondre. Donc, vous pouvez travailler votre anglais. J'échange souvent, je mets très souvent en avant sur notre groupe. On a un groupe Facebook, Objectif USA, spécialisé Visa Odo. Il y a déjà 800 personnes. J'échange souvent sur le groupe avec une personne qui s'appelle Christina, qui est une américaine du Mississippi qui vit à Grenoble. Et elle a des formules spéciales futurs demandeurs de Visa Odo. Donc, clairement, préparez votre anglais. Qu'est-ce que vous pouvez préparer aussi? Préparez votre professionnalisme. Admettons que vous ayez l'idée de vous lancer, je reprends l'exemple de la pâtisserie, passez votre CAP, ou allez faire des stages. Préparez ça. Préparez vos CV en anglais. Mettez vos CV à jour en anglais, parce que ça, des fois, on est un peu à court. Il a fallu ce matin, on a été obligé d'en faire 2 en catastrophe, parce qu'on était un peu... Le CV, il va nous servir pour le landlord, pour négocier le bail. Il va nous servir s'il y a une franchise. Il va nous servir pour le visa. Donc, commencez à préparer vos CV aussi, déjà rien qu'en français, mais préparez vos CV en anglais. Les CV américains, on n'est pas modeste aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il faut mentir dans votre CV, mais il ne faut pas être modeste. Il faut pas seulement montrer votre intitulé de poste, il faut vraiment décrire ce que vous avez fait dans vos postes. Voilà, ça c'est des choses, vous pouvez le faire tout de suite. Voilà, je vous donne du boulot pour les jours à venir. Faites ça. On va remonter un peu et puis répondre à quelques questions. Encore une fois, je suis vraiment désolé. Moi, j'ai répondu à plein de questions. Ouais, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Alors, le mieux, je ne sais pas si tu veux l'évoquer avant de répondre aux questions. Si vous voulez après nous joindre, on sait c'est généralement après les questions, la réponse aux questions. C'est pas grave. Je dis maintenant. Si vous voulez nous joindre après, vous avez des questions spécifiques. Moi, je suis disponible par consultation seulement. On est très, très occupés. Et je vous donnerai à la fin du webinaire l'email de mon assistante que vous pouvez contacter pour prendre rendez-vous avec moi. La consultation est de $125. Elle n'est pas limitée dans le temps. Et là, vous avez 1 heure de mon temps où je réponds à toutes vos questions. Voilà, et on va vous donner les infos après. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions. On va en prendre une chacun à la suite. Je suis reparti du haut, 2h15. Oui, il y a quelqu'un qui dit transfert d'entreprise du Canada aux USA possible. Je ne sais pas ce que vous appelez. J'ai déjà répondu à un transfert, c'est pas ça.
Il n'y Ça a pas n'existe pas? non, ça n'existe pas. Donc, soit créer de zéro ou reprendre une entreprise, ou créer une filiale de sa holding ou son entreprise canadienne. Mais il n'y a pas de transfert d'entreprise possible de l'étranger aux États-Unis. Peut-on lancer plus qu'une entreprise en même temps? Oui. Pour créer une nouvelle société, faut-il un business plan? Oui. Pour un rachat. Ah, pour un. C'est un spam. Ah, c'est pas moi, d'accord. Pour business plan, de toute façon, rachat ou création, faut un business plan. Donc, Création, j'en ai création. parlé, donc je dirais à peu près, voilà. 70 000 à peu près pour une création, même chose, ça va dépendre du nombre de personnes. Je suis vraiment désolée. On essaie vraiment de me contacter. Je vais éteindre ça. Alors, une question qui me concerne, là, est-ce qu'on peut déjà commencer les démarches avant d'avoir le montant conseillé, ou faut-il d'abord avoir le montant conseillé avant de commencer les démarches? On peut commencer ce que j'ai évoqué, faire travailler son anglais, etc. Je ne pourrais pas faire visiter une entreprise ou demander des informations à un broker sur une entreprise tant que j'aurais pas vu un relevé avec la somme dessus. Quand je vous représente en tant que business broker, en tant qu'acheteur par rapport à un vendeur, j'atteste que je connais votre solvabilité. Donc, je dis que je sais que vous pouvez acheter. Comment est-ce que je sais que vous pouvez acheter? Vous m'avez montré un relevé avec l'argent dessus. Sinon, ça serait un vrai problème. On peut pas fournir des informations sur des entreprises qui sont en vente à quelqu'un qui a pas véritablement la capacité à acheter rapidement. Attention, ça va vite ici. Hein. Entre le début des négociations et la fin des négociations, il se passe 8 jours en général. Hein. Ça dure pas des mois. Hein. Ce qui dure des mois, malheureusement, c'est le visa. Voilà. J'ai répondu à quelques questions au départ. Obligatoire d'avoir les employés dès le premier jour. C'est recommandé maintenant d'avoir des employés quand vous commencez. Déjà dans un rachat, oui. Et dans une création, je le recommande maintenant aux gens, effectivement. L'immigration américaine ici commence à le demander. Et il y a des ambassades qui vont vous le demander aussi. Donc même si c'est juste un mi-temps pour commencer, montrez au moins que vous avez déjà regardé pour employer du personnel, leur fait signer les papiers officiels comme quoi voilà, ils sont déjà employés ou non. Mais c'est important voilà, de pouvoir envoyer ça à l'immigration. Alors, là-dessus aussi, les Français seront traités un petit peu différemment des Canadiens, à savoir que n'oubliez pas que quand vous êtes Français, vous allez devoir renouveler dans 2 ans. Donc moi aujourd'hui, mon conseil, c'est de racheter des entreprises qui ont déjà potentiellement, avec les chiffres actuels, la possibilité de renouveler. C'est-à-dire si vous achetez une entreprise qui fait 500 000 $ de chiffre d'affaires, 100 000 $ de résultats et qui a 3 salariés, globalement, avec ces chiffres-là, vous pouvez renouveler. 3 salariés plein temps. Avec ces chiffres-là, globalement, vous devriez pouvoir renouveler. Si vous achetez l'entreprise dans cet état-là, si vous la gardez dans cet état-là, faut pas licencier tout le monde, hein, si vous la gardez dans cet état-là, globalement, 2 ans après, vous renouvelez. Quand vous rachetez une entreprise qui n'a pas de salariés, et au bout de 2 ans, il faudra avoir des salariés, c'est pas toujours évident. Hein. Donc voilà. Là, les Canadiens, ils ont 5 ans pour faire leur preuve. Nous, on en a que 2. Ouais. Alors, on a parlé là l'argent doit être cash, donc en poche, ou ce montant d'investissement peut inclure une partie de la somme qui provient d'un prêt. Il y a une partie pour moi, une partie pour Sylvain, je pense. Nous, ce qu'on peut démontrer à l'immigration, c'est qu'il y a une somme, je dirais que sur 100 000 d'un rachat, par exemple, vous avez au moins investi, je dirais 70 000 sur les 100 000. Hein. Donc, investi, c'est-à-dire vous avez l'argent disponible. Après, bon, il y a des vendeurs qui peuvent éventuellement donner des crédits ou autres. Donc, un prêt à la vente, c'est ça Alors par contre, ce qui est clair, les prêts, il n'y a pas une banque américaine qui prêtera à un demandeur de visa pour racheter une entreprise. Hein. Donc ça veut dire des prêts familiaux, ça veut dire un prêt du vendeur à l'acheteur, ce qu'on appelle un crédit vendeur, c'est-à-dire que le vendeur demande 70 cash, par exemple, et 30 étalés sur 36 mois, ça c'est faisable. Par contre, trouver une banque américaine qui prête à un demandeur de crédit, j'en entends parler depuis 12 ans, je ne l'ai jamais vu. Soi-disant que ça existe. Bon, ok. Le jour où on me le prouvera, je dirais oui, ça existe, mais moi je l'ai jamais vu. Acheter le livre absolument génial de Sylvain, merci. Alors il est là, il est en photo. Donc il est sur Amazon, il est sur Fnac, sur 2 sites.
Alors au Canada, il est comment ça s'appelle, en téléchargement sur Amazon. Par contre, je ne sais pas comment fonctionne Amazon, mais alors la version papier coûte une fortune au Canada. Par contre, j'ai passé sur le groupe Objectif USA l'autre jour, j'ai passé un lien d'une librairie en France qui prend pas de frais d'expédition. Il y a tout un contexte, mais enfin, toujours est-il qu'on peut faire expédier un livre de France sans payer les frais de port. Donc là, pour le coup, il revient à un tarif normal. Euh, Est-ce que... Quel budget pour avocat et... Tu l'as où ça? 15h30, 15h13. 15h13, ah oui là. Alors on va avancer un peu, puis de toute façon on va être obligé d'arrêter. Quel budget pour avocat et business plan mode? Je te laisse répondre. Moi, ça va vraiment dépendre du type de dossier, en fait. Donc ça, je ne vais pas répondre en public. Mais voilà, après, si vous êtes intéressé, on peut faire une consultation et parler de votre dossier, sachant, voilà, un dossier, vous avez des fois la création de sociétés qui vont avec, et d'autres, voilà, il y aura plus qu'un investisseur dans le projet. Donc, tout va dépendre vraiment du projet, en fait, hein. La location d'un local est considérée comme l'investissement. Alors ça peut être un bon plan. C'est-à-dire que typiquement, si vous partez sur un local et sur un projet sur lequel vous n'avez pas beaucoup d'investissement, vous pouvez par exemple prépayer un an de loyer. Ça, on l'a fait sur des dossiers. Vous prépayez. Alors, l'avantage de prépayer un an de loyer, c'est que pendant un an, vous n'aurez pas à payer votre loyer. Enfin, vous l'aurez payé à l'avance. Mais aussi, ça rentre dans l'investissement. On va dire que le landlord a exigé un an de prépaiement de loyer. Et typiquement, si vous avez $3 000 de loyer, vous mettez 30 000. Pendant la première année, votre loyer, il est déjà payé et c'est rentré dans les investissements. Donc ça c'est plutôt, c'est plutôt pas une mauvaise idée, ça. Voilà, j'ai deux questions. Donc, un par rapport au délai, combien de temps ça va mettre pour avoir le visa? Lors d'une création, ça va vraiment dépendre de vous, je dirais. Déjà, on parle d'à peu près 2 semaines pour avoir l'enregistrement de votre société, hein, auprès de Sunbees, qui est le département des corporations de Floride. Et suite à ça, il va vous falloir obtenir un numéro d'identification pour votre entreprise, pour que vous puissiez ouvrir un compte bancaire. Bon, maintenant, il y a beaucoup de gens qui font leur transfert via voilà, TransferWise ou d'autres banques en ligne, parce que voilà, c'est tellement compliqué des fois d'ouvrir des comptes bancaires ici sans numéro de sécurité sociale ou autre, ou tout simplement parce que vous êtes étranger. Les gens optent plutôt pour des banques en ligne. Après ça, il va falloir faire les dépenses, comme je l'ai évoqué. Et puis finalement, voilà, business plan, etc. Donc ça peut mettre 3 mois, comme ça peut mettre 6 mois. Ça va vraiment dépendre des délais administratifs, je dirais, et de vous. Dans la plupart, là c'est pas mal, dans la plupart des annonces des business à vendre, seul le cash flow est indiqué. Peut-on se baser sur ce chiffre pour avoir une idée du bénéfice? Alors là, vous faites référence à BizBuySell. La présentation de BizBuySell est vraiment bizarre. Ils appellent ça cash flow, mais c'est le Seller Discretionary Earning. Alors là-dessus, je vous reporte à 2 choses, à mon livre à nouveau, puisqu'il y a un paragraphe, un chapitre complet sur le calcul du SDO, cash flow et compagnie, mais je l'avais mis, il y a aussi un article, hein. Alors si on va dans Objectif USA, il y a alors toujours pareil dans blog, et puis vous recherchez, et ça doit être revenu, quelque chose comme ça. Quel revenu vais-je gagner avec mon business? Et là, je crois, voilà, là je donne un exemple complet de calcul de cash flow. Et bon, BizBuySell appelle ça cash flow. C'est pas normal, c'est une aberration. Parce que le cash flow d'une entreprise, c'est pas censé être ça. Alors après, il y a quelqu'un qui dit qu'elle a commencé les cours avec Christina. Bravo. On m'avait demandé, j'ai perdu la question. Okay. On peut faire une seule demande de visa pour un couple à part égale. Oui, tout à fait. Voilà, si vous êtes marié encore, hein. Donc, vous pouvez faire 50-50 sur le business et puis on aura un demandeur de visa, E2. L'époux sera du coup dépendant. C'est généralement ce que je recommande pour que l'époux ait un permis de travail qui puisse lui permettre de travailler en dehors de l'entreprise, qui vous donnera accès, on espère plus tard, à une carte verte. Parce que le visa 2 ne mène pas à la carte verte, il faut le savoir, à la résidence permanente, donc pas de citoyenneté américaine. Donc généralement, il va falloir passer par un employeur tierce qui va vous sponsoriser pour la carte verte.
Et suite à ça, si vous l'avez, 5 ans après, vous pouvez demander la nationalité américaine. Ok. Lors d'une création d'entreprise, l'inventaire fait-il partie de l'investissement? Oui, en général, il est compris dans le prix de vente. J'en ai vu une autre. Est-ce que quand on fait un rachat, ça demande la création d'une entreprise au nom du nouveau propriétaire? Oui, c'est un rachat d'assets. Vous rachetez le matériel, vous rachetez un peu, alors de loin, comme une acquisition de fonds de commerce. Généralement, c'est pas des achats de parts, hein. Les achats de parts, c'est pour les plus gros projets. Généralement, c'est pas des achats de parts, c'est des achats de fonds de commerce. Donc, vous créez une entreprise pour le nouveau propriétaire. Manque de personnel aux USA, est-ce que l'ambassade sera indulgente? Bah alors là, Je pense pas. j'y compterai pas trop, hein. Alors oui, c'est un problème, le manque de personnel, hein. C'est un problème. Mais après, compter sur l'indulgence de l'ambassade, en tout cas, c'est pas ce qu'ils ont démontré dans le passé. Maud, je crois qu'il est bientôt 3h30. On va redonner nos coordonnées. Vas-y. Ah, pardon. Voilà, je dis, on va redonner nos coordonnées, peut-être. Oui, alors moi j'ai aussi un site français. Là, celui-là, c'est le vpimmigration.com, donc c'est notre site américain. Mais il y a un petit onglet normalement avec le drapeau français, parce que je suis française à l'origine quand même, qui va vous comment dire, je ne trouve plus mon mot, qui va vous amener voilà, vers le site français du coup, et c'est celui-ci où là vous avez pas mal d'explications sur tous les types de visas. Il y en a beaucoup qui existent en dehors du visa E2. C'est pas le but de notre webinaire d'aujourd'hui. Mais si vous pensez prétendre à d'autres types de visas, tel visa habilité extraordinaire ou transfert de compétences comme chef d'entreprise d'une boîte canadienne à une boîte américaine, par exemple, ça, c'est d'autres visas, bien sûr, qu'on fait. Mariage ou autre, voilà, on fait tout ça. Donc voilà, et vous pouvez donc me contacter à assistant, je vais le mettre là, à vpimmigration.com. Et là, du coup, voilà, si vous voulez prendre consultation ou autre, vous pouvez tout à fait nous contacter par ce biais-là ou sur nos sites français, il y a, sur les deux sites d'ailleurs, il y a des contact us forms, des formulaires de contact, vous pouvez rentrer vos informations et quand on va la recevoir, on vous contacte avec tout ce qu'il faut. Alors, Objectif USA, donc on a plusieurs sites. On a le site objectif-usa.com. On a un site qui s'appelle Objectif USA Immobilier, qui lui, comme son nom l'indique plutôt pas mal, traite de l'immobilier. C'est très original. Donc Objectif USA Immobilier. On a aussi un site, c'est celui-ci. On a aussi un site américain pour notre clientèle américaine. Notre nom américain, c'est Integrity International Brokers. Voilà, on est assez présent sur Facebook, entre autres à travers un groupe qui s'appelle Objectif USA, le groupe Visa E2 et investissement immobilier aux USA. Il y a 821 membres. Actuellement, on va dire à la louche 500 Français et 300 d'autres pays, dont je pense 150 Québécois. Et ça monte tous les jours. Voilà. Et sinon, j'interviens aussi, moi, pas mal sur LinkedIn. Vous me cherchez Sylvain Perret, CBI, Certified Business Intermediary. Enfin bon, en même temps, il n'y a pas 50 Sylvain Perret. Si, il y a 50 Sylvain Perret, ma femme me dit. Donc bon, donc Sylvain Perret, CBI, il n'y en a qu'un. Donc LinkedIn, voilà. Sinon, email, sylvain@objectif-usa.com, ou tout simplement, quand vous êtes sur le site d'Objectif USA, vous avez le lien contact ici et ça arrive chez nous. Il y a quelqu'un qui l'a mis pour toi, c'est fabuleux. Je voulais aussi dire, voilà, j'interviens partout aux États-Unis, hein, puisque l'immigration, c'est fédéral. Voilà, j'aide dans tous les types de dossiers aux États-Unis. Par contre, je ne ferai pas votre création de société si c'est dans un autre État et je vous guiderai vers un autre avocat spécialisé en droit des affaires. Alors, tu fais bien de soulever la question. Nous, c'est un petit peu différent. On intervient en tant que business broker en Floride.
parce que les licences sont limitées à un État. Donc, on peut faire du business brokerage en Floride. Dans d'autres États, donc là, avec la particularité, donc quand c'est business brokerage, on est payé sur la transaction par le vendeur. Dans d'autres États, il nous arrive d'intervenir. Dans ces cas-là, par contre, on intervient en tant que consultant pour l'acheteur. C'est-à-dire que là, pour le coup, par contre, c'est vous qui nous payez. Mais on a accompagné un certain nombre d'acquisitions d'entreprises dans d'autres États en tant que consultant. C'est au forfait, soit à la journée. Généralement, c'est plus d'une journée. Donc voilà. Si c'est dans un autre État, on peut vous aider en tant que consultant. Le business plan, si c'est faire un business plan, on peut faire un business plan n'importe où, hein, pour n'importe quel État. Mais si vous devez racheter une entreprise dans un autre État, qui n'est pas forcément simple, la Floride est beaucoup, beaucoup plus simple, parce qu'on est le seul État qui a ce système de business brokers qui mettent leurs fichiers en commun et où il y a un business broker pour l'acheteur et un business broker pour le vendeur. On appelle ça du co-brokerage. Et c'est le seul État, en fait, la Floride, qui le fait. Et c'est honnêtement un très, très, très gros facilitateur pour les transactions d'entreprise. Je pense que on peut boucler pour aujourd'hui. Ce webinaire a été enregistré. On vous enverra le lien pour le revoir si vous voulez le revoir. Sachant qu'il sera que pour les personnes qui étaient inscrites. Vous êtes déjà 350. Donc voilà. Merci à vous d'être venus. Ouais, merci à vous, hein. Je sais Voilà. qu'il y en a qui travaillent, il y en a d'autres pas, mais c'est quand même 1 heure et demie de votre temps, comme le nôtre d'ailleurs. Je vais juste voir à l'instant T. Il reste 66 personnes. Donc, eh ben, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt aux États-Unis, en France ou au Québec ou ailleurs. Ou ailleurs, voilà. Merci bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.